On va à présent passer à la suite, le panel sur, sur les champions nationaux. Comment est-ce que ces champions nationaux, qui sont ces grandes entreprises nationales en Afrique, peuvent être mises en avant par le secteur public, mais aussi à travers les autres institutions et le secteur privé? C'est la question centrale que je vais poser aux différents panélistes à présent, qui sont à mes côtés. Et je vais commencer par vous solliciter, vous, Monsieur Gom Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Vous avez entendu les chefs d'État du Mali, du Sénégal, le Premier ministre de Malaisie parler donc, de leurs pays respectifs, donner quelques résultats des premiers plans d'émergence qui ont été mis en place. La Côte d'Ivoire a également mis en place un plan de développement en 2015 avec un investissement de l'ordre de 45 millions d'euros, si je ne me trompe pas. En quoi est-ce que ce plan de développement et d'émergence met en avant les champions nationaux, les grandes entreprises ivoiriennes? Alors, je voudrais commencer déjà par transmettre les salutations du président Alassane Ouattara, donc au président Macky Sall, pour l'invitation qui lui a été adressée. Et donc, il m'a désigné pour le représenter. Je suis donc flatté, très heureux d'être aux côtés du président Macky Sall. Et la décision d'organiser cette conférence, la troisième au Sénégal, est liée aussi à la mise en œuvre d'un plan ambitieux au niveau du Sénégal, qui est le plan Sénégal émergent. Je crois que ce sont des rencontres qui permettent à nos États de se retrouver et de partager leurs expériences respectives. Donc cela est important. Alors ceci étant, donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, je considère que d'abord, les gouvernements ont la responsabilité de créer donc, un environnement qui est propice à l'investissement privé. Donc nous avons donc, dans la première partie qui est de 2012 à 2015, le premier programme national de développement, qui lui était d'environ 11 000 milliards de francs CFA. Nous avons créé les conditions avec des infrastructures, donc au niveau des infrastructures de transport, des infrastructures au niveau énergétique. Et tous ces éléments nous apparaissaient comme étant essentiels pour avoir une dynamique au niveau du secteur privé. Et cela est vraiment essentiel. Il faut que nos pays aient des infrastructures de qualité, de l'énergie en abondance et de l'énergie à bas prix, pour permettre au secteur privé lui-même de pouvoir être compétitif. Donc ça a été, je dirais, quelque chose d'extrêmement important que nous avons fait sur la période 2012-2015. Et nous avions pris comme option que dans ce plan national de développement, on est environ 60% en termes d'investissement qui soit réalisé par le secteur privé. Et je dois dire qu'à l'exécution de ce plan, nous sommes aperçus qu'en 2015, 62% du PND avait été effectivement financé par le secteur privé. Nous avons mis en place un deuxième plan pour la période 2016-2020. Et ce plan pour la période 2016-2020 de 30 000 milliards de francs CFA obéit à la même logique, en termes de contribution du secteur privé, au moins 60%. Et nous avons dit que nous continuons au niveau infrastructure, mais là, nous avons considéré que l'étape essentielle était maintenant que la Côte d'Ivoire se fixe comme cap de devenir une puissance industrielle et que nous puissions transformer nos matières premières. Je prends un exemple comme le cacao, pour lequel nous sommes pays producteurs le premier, avec quasiment 2 millions de tonnes. Mais vous savez que sur cette filière, les ressources globales de la filière chocolat représentent près de 100 milliards de dollars. Mais les pays producteurs de chocolat ne captent qu'environ 5%. Donc ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Et c'est un peu pour cela que nous avons une coopération forte avec le Ghana pour voir comment, avec le soutien notamment de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale, nous pouvons nous-mêmes arriver à aller le plus loin possible dans la transformation de cette matière première essentielle pour nos pays que le cacao. Et il en est de même pour l'anacarde. Alors pour ce qui concerne les champions nationaux, nous pensons qu'avec une série de mesures qui ont été prises, d'abord pour avoir un tissu de PME qui soit efficace, nous avons décidé que pour tous les investissements,
les opérateurs qui auraient au moins 30% de sous-traitance locale, donc pourraient avoir une marge préférentielle donc de 5%. Nous avons décidé au niveau de la commande donc, publique de réserver au moins 20% de la commande publique donc, aux PME donc, nationales. Donc toute une série de mesures qui ont permis d'avoir des petites et moyennes entreprises donc, ivoiriennes qui ont commencé à grossir. Et à partir de là, vous pouvez identifier des entreprises qui donc, méritent à partir de là d'être soutenues et où la volonté politique doit prendre le relais pour accompagner donc, ces entreprises et en faire donc, des entreprises qui sont des champions donc, nationaux. Mais comme disait le président donc, Macky Sall, et c'est important, nous ne pouvons plus raisonner uniquement au niveau de l'espace de nos pays, parce que si nous voulons des entreprises qui sont fortes, il faut que le marché auquel elles puissent avoir accès soit un marché donc large. Donc c'est important que nos décisions de libre circulation des biens et des personnes dans nos espaces, que ce soit l'UEMOA ou la CEDEAO, que tous nos États donc, y veillent. Parce que le fait d'avoir des marchés donc, larges donc, permettent à ces entreprises donc, qui peuvent être accompagnées par les États donc, de croître. Parce que donc, elles ont comme ça la possibilité de valoriser donc, leur potentiel. Donc ma conviction, c'est que à partir d'entreprises qui elles-mêmes ont montré donc, leur capacité sur la base d'une réglementation donc, générale, il est possible d'identifier celles qui, par une volonté politique, méritent donc d'être accompagnées par les États et c'est nécessaire donc, que les États le fassent parce qu'on ne peut pas donc, être un pays émergent et avoir l'essentiel donc, de la ressource qui est créée dans nos pays, qui est créée donc, par des entreprises donc, étrangères. C'est important que ces ressources donc, nationales, que cette création de richesse, nous puissions la dompter, que cette création de richesse soit tirée de plus en plus par des entreprises donc, nationales, régionales, des entreprises donc, africaines, et le retour naturellement au niveau de nos pays donc, sera donc, ainsi donc, bénéfique. Donc je crois beaucoup et je crois que ce n'est même pas pour nos pays une option. Nous devons considérer que c'est un impératif de promouvoir les champions nationaux. Je vais à présent donner la parole à Madame Ségolène Royal qui représente la France ici. Vous êtes envoyée par le président Emmanuel Macron et vous allez peut-être réagir aux propos du Premier ministre ivoirien, M. Gon Coulibaly, qui vient de parler du manque de transformation, du peu de transformation que l'on fait dans nos pays. En tant que partenaire important de l'Afrique, la France doit quand même aujourd'hui compétir avec d'autres puissances, notamment asiatiques, qui sont très présentes sur le continent. Comment est-ce qu'aujourd'hui la France peut contribuer à promouvoir ces champions nationaux et régionaux, comme on le disait à l'instant, et permettre des partenariats plus égalitaires en quelque sorte? Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire tout le plaisir et l'honneur qui m'est fait par cette invitation du président Macky Sall. Je voudrais saluer le président du Mali, les premiers ministres présents, les personnalités présentes, et vous dire à quel point c'est toujours pour moi une joie immense de revenir dans le pays de ma naissance. Ça ne vous étonnera pas si les éléments de réponse que je vous donne à votre question s'appuient sur la responsabilité que j'ai eue en tant que présidente de la COP21. Et au fond, la question est de savoir comment est-ce que l'on peut relever le défi climatique en faisant en sorte que ce ne soit pas un poids, mais une chance et une opportunité. Et de ce point de vue, je voudrais rappeler, pour des raisons historiques, à quel point j'ai pu voir comment l'engagement du continent africain, du Sénégal en particulier, du Mali, de la Côte d'Ivoire, ont été décisifs pour l'accord de Paris sur le climat. Sans l'engagement du continent africain, il n'y aurait pas eu d'accord de Paris sur le climat. D'abord parce que jusqu'à là, le continent africain disait à juste titre aux pays industrialisés, écoutez, vous êtes bien gentils, mais vous avez fait votre développement avec du charbon, avec du pétrole, avec du gaz, c'est-à-dire avec des énergies fossiles et avec les émissions de gaz à effet de serre. Vous êtes donc responsable du réchauffement climatique. Et maintenant que vous découvrez que c'est un problème immense pour la planète, vous nous demandez à nous, continent africain, de renoncer au développement par l'utilisation des énergies fossiles. Alors on veut bien, et c'est ça qui a créé ce basculement positif
lors de la COP21 à Paris en décembre 2015. On veut bien à condition qu'il y ait un peu plus de justice climatique et qu'il y ait à la fois des transferts de technologies, d'une part, et de l'investissement financier dans la finance verte et dans la croissance verte de nos pays. Et par conséquent, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de bien comprendre que les dégâts considérables du réchauffement climatique pèsent plus fortement sur le continent africain, par définition, parce que c'est un pays plus chaud, la désertification, la disparition de l'eau, on l'a vu avec la disparition du lac Tchad, par exemple, qui avait constitué un élément clé, la question de l'érosion des côtes, avec le programme WACA, qui a d'ailleurs été lancé ici sur la lutte contre l'érosion des côtes, la conférence aussi internationale sur l'eau qui aura lieu ici à Dakar en 2020, la baisse du niveau des fleuves, qui entraîne une baisse de rentabilité parfois des barrages hydroélectriques, gros problème, la désertification agricole, la déforestation et les déplacements massifs de population, les migrations climatiques sud-sud, dont on parle trop peu, mais qui déstabilisent les États et qui créent de gros problèmes de sécurité. Donc quand on a fait le tour de ces difficultés, on se dit comment faire en sorte que ces défis se transforment en opportunités et comment est-ce que des entreprises africaines peuvent bénéficier au fond de ces efforts pour relever le défi. Alors la France est partenaire, vous l'avez, parce que vous me posez la question, l'AFD met en place des différentes actions, la Banque africaine en partenariat avec la Banque africaine de développement, bien évidemment, mais c'est surtout l'extraordinaire potentiel énergétique de l'Afrique qu'il faut valoriser. Et sans vouloir vous accabler de chiffres, je voudrais quand même rappeler que selon l'Agence internationale de l'énergie, il y a au moins 300 gigawatts qui pourraient venir des énergies renouvelables ici en Afrique d'ici 2030, 100 gigawatts pour l'hydroélectricité, 100 gigawatts pour l'énergie éolienne, 93 gigawatts de solaire photovoltaïque et de solaire thermodynamique, 32 gigawatts de biomasse et 4 gigawatts de sources géothermiques. D'ailleurs, je voudrais souligner le programme de transition énergétique du Sénégal et des différents pays africains présents pour dire à quel point il y a à la fois du courage et de l'opportunité, mais une obligation de la part des pays industrialisés vraiment de transférer les technologies et de transférer et de mettre en place les financements qui d'ailleurs ont été promis, 1 000 milliards de dollars, à la conférence de Paris sur le climat. Et je sais que les chefs d'État et que les premiers ministres présents sont très vigilants pour que ces engagements soient tenus. Pour terminer, je voudrais dire qu'il y a bien des domaines, c'est-à-dire liés à l'environnement, qui sont aussi des domaines de potentiel de développement économique. Et il y a non seulement les énergies renouvelables, il y a aussi la question de l'eau, il y a la question de la biodiversité, il y a la question de la nature. Et au fond, l'enjeu, c'est que le continent africain ne refasse pas les erreurs qu'ont fait les pays industrialisés. On peut prendre plein d'exemples, l'exemple des énergies fossiles, je viens de le dire, l'exemple de l'agriculture intensive avec les pesticides. Et ça, je sais que les multinationales qui produisent les pesticides sont à l'affût aussi de la conquête du continent africain. Or, il faut savoir qu'en Europe, en 30 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu, qu'aujourd'hui nous faisons face à la disparition des abeilles et des insectes pollinisateurs qui rendaient des services gratuits à la nature, et qu'aujourd'hui seulement nous luttons trop tardivement contre le glyphosate, les néonicotinoïdes et tout ce qui empoisonne nos sols, notre air et notre eau. Et donc si ces mauvais exemples pouvaient servir de bon exemple pour renoncer et pour mettre sur le marché par des entreprises africaines des produits naturels d'encouragement et de protection de l'agriculture, là il y a aussi un potentiel de développement économique considérable. Et puis il y a aussi la question de la civilisation urbaine. J'ai vu là aussi tous les projets qui sont les vôtres, c'est-à-dire remettre de l'humain, parce que dans la mondialisation, il y a à la fois le meilleur, mais il peut y avoir le pire. Le meilleur, c'est la création d'activités et d'emplois. Le pire, c'est quand l'humain disparaît et quand la culture disparaît. Et c'est sur cet élément-là que je voudrais terminer, parce que la mondialisation, souvent, détruit les cultures, les identités culturelles. Et je voudrais rappeler ce qu'a dit son Excellence le Président Macky Sall lorsqu'il a inauguré le musée des civilisations noires, que j'aurai le plaisir de visiter demain.
Il dit ceci, vous avez dit ceci, Monsieur le Président, la conservation de la nature, de la culture a sauvé les peuples africains. C'était la reprise du manifeste culturel panafricain. Et vous avez dit aussi que la colonisation, qui avait essayé de faire d'eux des peuples sans âme, cette résistance et ces combats contre la colonisation, la résistance, les défenseurs de la négritude ont trouvé dans leurs ressources culturelles, dans leur authenticité culturelle, les moyens de se développer et de protéger leurs identités. Vous avez aussi dit ceci, il faut garder nos pieds fermes sur le socle de notre histoire, et vous avez insisté sur la nécessité de rapatrier le patrimoine africain. Le président Macron s'y est engagé, il m'a chargé d'ailleurs de vous transmettre son salut. Et vous avez parfaitement raison, vous serez soutenu dans cette dynamique, parce que ce n'est que justice que les biens culturels africains reviennent en Afrique et dans les musées que vous construisez. Merci. Merci pour ces propos. Avec nous également le président de la Banque africaine de développement, vous venez d'évoquer son nom, Monsieur Adesina, qui va nous parler à présent peut-être de l'implication de la Banque africaine de développement dans les différents plans d'émergence qui sont mis en place par les différents pays africains et qui sont représentés ici aujourd'hui. Mr. Adesina, when you became... Monsieur Adesina, quand vous êtes devenu président de la Banque africaine de développement, vous avez eu 5 priorités pour l'institution, notamment essayer d'intégrer l'Afrique aux pays industrialisés. Et puis, pouvez-vous nous dire comment la stratégie mise en place par la BAD s'aligne avec les plans de développement nationaux qui sont en place actuellement sur le continent? Thank you. Président, chef de l'État, pour m'avoir invité à cette séance. J'étais ici il y a 2 jours déjà quand vous avez lancé le Tron Express régional, qui est fabuleux quand même, et ça va vite. Et si on dit que il faut développer, il faut aller vite. Et pour moi, l'Afrique est vraiment trop fatiguée de choses qui sont très longues. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout d'abord, la pauvreté ne doit pas devenir quelque chose d'avantage comparatif de l'Afrique. On montre qu'est-ce qu'on fait avec ça là. C'est la recherche comme toi. Donc il faut le type de leadership que nous avons aujourd'hui autour de nous ici pour faire cette impulsion très nécessaire. Je pense qu'à la fin des choses, le développement doit se faire avec la fierté. Il faut être la confiance quand même, c'est très très important. C'est ce que le président de Mali vient de nous dire. C'est la même chose aussi avec le président Macky Sall et aussi le premier ministre Magaty. Donc je pense que ça vraiment c'est très important. Donc il faut aller vite. Mais si on prend le ODD par exemple, au ODD, bon, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Mais on ne peut pas faire tout à la fois. Il faut être spécifique. On fait le choix de choses qu'on doit faire. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement a décidé de focaliser sur 5 choses. D'abord, éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie. Nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et aussi améliorer la qualité de vie de la population africaine. Bon, nous savons ici, Monsieur Hachim, Hachim c'est juste comme Hakim, Hachim est là. Mais le PNUD avait fait l'analyse de ces 5 priorités de la Banque africaine de développement. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que si l'Afrique arrive à faire les 5 choses-là, il va réaliser 90% des objectifs de ODD. Ils vont réaliser soit 90% de l'agenda 2063. Ça veut dire que ce sont donc les high five qui donnent l'impulsion nécessaire d'accélérer le développement de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle moi je donne toujours high five pour tous nos chefs de l'État parce qu'il faut aller vite pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Afrique? Il y a ma soeur Vera Songwe qui a fait les choses avec Economic Commission for Africa. Et on est dans le marché de libre-échange. C'est un grand marché. 2,5 000 milliards de dollars. C'est le plus large marché régional. Mais il ne faut pas que ce marché-là soit le marché des autres. Il faut que ce soit un marché conquéri par l'Afrique eux-mêmes. On ne peut pas devenir les marchés pour les autres. Et pour le faire, il faut les compagnies africaines.
Je vois ici, il y a M. Tony Elumelu avec l'UBA. La Banque africaine de développement a fait l'investissement beaucoup dans des compagnies-là. Nous avons fait une enquête de toutes les compagnies africaines pour savoir quels sont leurs défis. Il y avait 3 défis majeurs. La première chose, c'est l'accès au financement. Le président Macky Sall avait parlé au niveau du financement de long terme, qu'il soit abordable aussi. La deuxième chose, c'est au niveau de l'énergie. Madame Segrine-Royal vient de dire concernant l'énergie. Il y a aussi, troisièmement, au niveau de la stabilité politique. C'est ce que le Premier ministre Mahathir nous avait rappelé en ce qui concerne son propre pays. Donc, je vais essayer quand même de discuter les 3 points-là. En ce qui concerne les financements, nous avons par exemple donné les financements pour UBA pour un montant de presque 200 millions de dollars pour devenir une banque qui font les branches partout en Afrique. Il y a Dangote qui doit être aujourd'hui, mais malheureusement il ne peut pas être là, dans laquelle la Banque africaine de développement avait investi 300 millions de dollars. Il y a aussi différentes compagnies comme le OCP, Office chirurgien de phosphate au Maroc, dans laquelle nous avons investi 200 millions de dollars. Il y en a plusieurs comme ça. Mais je ne veux pas vous laisser pour penser que c'est toujours pour les gens grands. Non, ce sont les petites et moyennes entreprises qui bougent l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait investir, nous avons un fonds de 1 milliard de dollars pour les petites et moyennes entreprises. On parle d'entreprises champions. Je vous dis, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont les champions en Afrique aujourd'hui, parce que c'est eux qui font marcher notre chose. Et il y a aussi l'aspect de commerce. La Banque africaine de développement a dégagé une somme de 1 milliard de dollars, pour les banques, pour pouvoir soutenir les petites et moyennes entreprises qui font le commerce et tout cela. Et avec ça, nous avons aidé d'avoir les échanges au niveau de 7 milliards de dollars à cause de ça. Donc, je pense que c'est très, très important. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas tous les gens qui seront juste comme mon chef Tony Elumelu ou bien Dangote, mais les petites, aujourd'hui, c'est eux qui deviennent grands demain. Donc, il faut toujours investir dans les petites et moyennes entreprises. Et le Premier ministre Mahathir, pour vous, en ce qui concerne l'Asie, si vous regardez le modèle de développement de l'Asie, ils ont investi dans les grandes compagnies. Et après, ils ont développé les chaînes de valeur globales, les chaînes de valeur régionales, et ils ont fait les liaisons entre les petites et moyennes entreprises avec ces choses, ils ont financé les choses. Donc, c'est ça qu'il nous faut en Afrique. Si je prends le cas de l'énergie, et nous savons en tant que la Banque africaine de développement, nous faisons un investissement de 12 milliards de dollars dans le secteur énergie. Dans tous les pays ici, je prends le Sénégal, nous avons investi sur les Sendou ici, il y a le Malukunda ici, même aussi chez vous au Mali. La même chose aussi à Côte d'Ivoire avec Azito, Singrobo, tout ça là. Nous savons ça. Au Maroc, au Kenya. Avec ça, nous faisons l'investissement parce qu'on ne peut pas développer dans l'obscurité. Il faut avoir l'énergie pour faire une industrialisation. Donc, le président Macky Sall vient de parler. Donc, la Banque africaine de développement, on fait ça. Mais je veux vous dire de ce que Mme Segrine-Royal dit concernant le changement climatique. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est pour financer ce qu'on appelle en anglais « Desert to Power ». Ce sera les plus larges zones solaires dans le monde avec une capacité d'énergie de 10 000 mégawatts. 10 000 mégawatts qui viennent du Niger, le Tchad, le Mali, le Sénégal, Mauritanie et tout ça, toutes ces zones-là. Parce que nous savons, Dieu aime l'Afrique. Il nous donne le soleil, tout ça. Il faut simplement le raccordement pour ça. Donc, on fait l'énergie. Donc c'est ça. Mais en ce qui concerne l'infrastructure, le président Keïta en a parlé aussi, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. La banque fait un investissement aussi sur l'infrastructure régionale. Il faut la connectivité. C'est très, très important. Donc, vous prenez par exemple entre le San Pedro et avec le Mali, nous avons aussi l'infrastructure qui est liée, par exemple, Nairobi, l'Éthiopie,
Addis jusqu'à Mombasa. Et nous savons, le président Macky Sall va lancer le pont. Le pont, c'est le pont Sénégal avec le Gambie. Il y a le pont qui lie le Congo, de tout ça là. Donc, c'est très important, les infrastructures qui permettent la connectivité à ces ports. Mais pour finaliser, je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne le financement. Et ce que je voulais dire, c'est que l'importance de l'aspect de la stabilité politique. Donc vous allez me donner un peu de temps parce que je suis en train de faire l'anglais. Ce que je voulais dire, c'est que si vous prenez le cas de le Malaisie, c'est la stabilité politique qui fait que le financement vient. Le financement reste là-bas, le financement pousse, il y a cette activité. Il nous faut la stabilité politique en Afrique. Et moi, je suis fier de tous nos chefs d'État. Aujourd'hui, tous les chefs d'État en Afrique parlent comme le CEO de leur pays, parlent en tant que président. Vous l'avez vu, les CEO qui sont ici, c'est comme ça. Donc, la Banque africaine de développement, nous avons lancé une initiative, le président Macky Sall avait participé, initiative, le Forum d'investissement en Afrique. Je vous dis, mesdames et messieurs, nous avons mobilisé en moins de 72 heures 38,7 milliards de dollars. Ici, en Afrique. Je ne parle pas d'Europe, je parle de l'Afrique. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est en Afrique. Le président Macky Sall a dit que bon, qu'est-ce qu'on parle avec le risque? Mais qu'est-ce qu'on fait avec le risque? Il y a opportunité, opportunité, opportunité. Il faut les profiter de ça. Donc, moi, je voulais simplement dire que si on parle, c'est quel continent aura le financement de 1,4 milliard de dollars d'ici 2 ans pour les consommateurs? Quelle région aura la population la même comme la Chine, comme de l'Inde d'ici 2050? Il ne faut pas chercher ailleurs, c'est l'Afrique. Donc, l'Afrique n'est pas cachée. L'Afrique est là. Et il faut financer, il faut venir, on est là pour pousser ça. Je pense que c'est l'avenir dépend pour l'Afrique et il faut soutenir l'Afrique, on est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Adesina. Vous avez entendu le président donc, de la Banque africaine de développement qui invite les investisseurs à venir en Afrique, car il n'y a pas de risque, il n'y a que des opportunités. Je vais à présent donner la parole au secteur privé, les deux représentants du secteur privé qui sont ici, Tony Elumelu et Monsieur Agne. Je vais d'abord commencer par vous, Monsieur Elumelu. Mr. Elumelu, thanks. Monsieur Elumelu, merci d'être avec nous. Vous allez certainement réagir aux différentes interventions. Par exemple, le président de la BAD vous a mentionné en tant qu'entrepreneur et membre du secteur privé, leader de votre entreprise. Comment pensez-vous faire la promotion de leaders africains et du secteur privé et peut-être des entreprises petites si elles sont bien financées? D'abord, permettez-moi de féliciter et de saluer le président du Sénégal pour cette opportunité extraordinaire. C'est très important d'établir des plateformes comme celle-ci. Et c'est un peu, on en a besoin. C'est un symbole qui a tout son sens pour essayer de développer des champions, de mettre sur pied des champions nationaux et de les encourager un peu. Et hier, par exemple, j'ai visité quelques infrastructures en ville et j'ai pu comparer par rapport à la dernière fois et j'ai été agréablement surpris par le développement du Sénégal. Donc, mon grand frère du Mali, ça fait plaisir de vous revoir. Vous avez bien établi la situation au Mali et sur le continent. Nous avons besoin de leaders pour mettre sur pied un environnement du secteur privé qui peut aider à développer le continent africain. C'est ce qui est porteur de développement vraiment en Afrique. Et pour le Premier ministre de la Malaisie, j'ai été un étudiant en Malaisie et je sais comment ça s'est passé. Par exemple, nous savons que la Malaisie
a pris comme le Nigeria a exporté pour le reste du monde, et nous avons vu comment les économies développent. Nous souhaitons voir les économies africaines se développer pour le coton et autres produits. Et le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, nous savons que c'est un pays qui permet de favoriser l'éclosion des activités commerciales. Je voulais dire que le rôle du secteur privé est extrêmement important. Je pense que la question c'est de savoir comment est-ce qu'il faut créer les conglomérats africains. Comment est-ce que ces conglomérats africains peuvent réussir afin de pouvoir combattre la pauvreté et de pouvoir s'assurer qu'on crée une économie inclusive. On peut le faire si on fait du secteur privé une rampe importante. Pour moi, on ne parle pas uniquement les grandes sociétés. Parce que lorsqu'on parle de secteur privé, c'est vrai que les grandes sociétés sont importantes, mais aussi les paiements sont importants. Et de façon plus importante, il faut aussi travailler sur la jeunesse de l'Afrique. On ne peut pas parler d'industrialisation en Afrique en oubliant la jeunesse. Et lorsque vous regardez les grandes sociétés, on a besoin que nos gouvernements puissent créer l'environnement favorable. Lorsque cet environnement favorable est créé, en ce moment-là, on aura pouvoir bâtir nos sociétés parce que cela permettra de créer des emplois et aussi de catalyser le système économique. Et lorsque j'ai entendu nos présidents prendre la parole, ils ont parlé de l'importance du secteur privé et ceci est encouragé. Ils ne parlent pas. Par exemple, lorsque le président du Mali a pris la parole, il parle de comment encourager les investissements. Cela est nécessaire. Le secteur privé est prêt et souhaite aider les gouvernements à développer le continent, beaucoup plus que par le passé. À travers le passé, justement, on a regardé les secteurs privés de façon suspicieuse et que ceci n'est plus le cas. Nous devons nous devons créer l'environnement favorable pour l'éclosion du secteur privé. Nous devons travailler à l'éradication de l'analphabétisme en Afrique. Et donc, les capitaux vont pouvoir aider à améliorer ce système, mais aussi la gestion des contrats et l'état de droit. Afin que tout ceci se fasse, nous avons besoin d'un secteur privé fort. Les paiements. Pour moi, c'est le moteur du développement pour les économies avancées. Et le développement de l'Afrique passe par les paiements. Je l'ai dit parce que nous n'avons pas toujours priorisé les paiements. Nous devons le faire en ce qui concerne les investisseurs. Lorsque je souhaite investir dans un pays, nous devons nous assurer que l'environnement est favorable plutôt que d'aller investir en Amérique ou bien en Europe. Ce qu'on regarde, c'est le tissu des PME dans un pays pour voir est-ce que les PME se portent bien. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est un mauvais signal pour les investisseurs étrangers. Pour les pays qui souhaitent attirer les FDI, c'est tout d'abord, donc les investissements privés, c'est d'abord comment il faut rendre robustes les paiements. Et cela n'est possible que lorsque l'environnement est favorable. Parce que lorsque les paiements se portent bien, les investisseurs ont confiance au système. Il faut aussi développer les chaînes de valeur. Donc, il est important de prioriser les paiements. Et enfin, la jeunesse. Et pour moi, en Afrique, nous, on est bénis. Parce que, comme on dit, cela peut être une dividende, mais aussi ça peut être un fardeau. Nous avons plus de 60% de notre population qui est en dessous de 30. C'est un problème qui doit être résolu au sein d'un pays. Et le côté positif, c'est que ces Africains, ces jeunes souhaitent réussir. Ils sont pleins d'énergie. Moi, je parle de sur base de ma propre expérience, parce que à travers ma fondation, on soutient des centaines d'entrepreneurs, des milliers d'entrepreneurs chaque année. Et lorsque je leur parle et que j'écoute leurs histoires, leurs expériences, je suis inspiré pour
pour voir que ceux à qui l'avenir appartient sont prêts pour mener le rôle de leader. Toutefois, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de capitaux, ils ont besoin d'un environnement favorable, ils ont besoin d'une formation, ils ont besoin d'un soutien et d'un réseautage. Et je voudrais féliciter le président sénégalais, M. Macky Sall. Lorsque je suis arrivé ici, il y a cela 2 ans, il a été intelligent pour recevoir dans son bureau des jeunes Sénégalais qui avaient été sélectionnés et qui avaient été soutenus. Vous savez, cet acte singulier qui consiste à prendre 10 minutes de son temps pour encourager les jeunes entrepreneurs, c'est extrêmement significatif et ils ne vont jamais l'oublier. Il en va de même pour le Mali. Et lorsque je suis allé au Mali, le président a pu consacrer du temps aux jeunes et les a encouragés pour aller vers les voies du succès. Et le message, c'est que tous les leaders en Afrique, tous les secteurs privés en Afrique, nous, la jeunesse, nous devons de façon délibérée soutenir les jeunes Africains. Je sais que le président de la BAD et son équipe travaillent pour soutenir davantage les jeunes, de sorte que la BAD ne soit pas considérée comme étant une structure qui soutient que les grandes sociétés, mais il souhaite aussi soutenir les jeunes qui sont prêts à travailler. De façon résumée, bien entendu, nous pouvons créer des icônes au niveau continental, des championnats nationaux en Afrique. Si nous soutenons le secteur privé en créant l'environnement favorable, en priorisant les PME au niveau national, de sorte qu'elles puissent réussir. Les statistiques sont très faibles en ce qui concerne les PME en Afrique qui ne réussissent pas. Nous devons renverser les tendances. Et pour ce faire, il faut prioriser le secteur privé et l'environnement favorable. Et de plus important encore, les gouvernements, tels que je l'ai dit, doivent prendre des mesures. En fait, il faut traiter les questions au niveau le plus bas. Et il y a aussi, je parle aussi des politiques fiscales. On a parlé des icônes. En fait, nous devons faire tout ce que j'ai fini d'écrire afin de pouvoir nous développer au niveau continental et créer des icônes dont on a besoin. Je vous remercie. Je vous donne la parole, Monsieur Agne. Vous allez probablement vouloir réagir à tout ce qui a été dit pendant cette session. Je vous écoute. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous salue. Parler en dernier a l'avantage soit de faire court ou bien le désavantage de reprendre tout ce que les gens ont dit. Donc je vais choisir d'être court pour ne pas redire la même chose que les gens ont dit. Parce que bien sûr, de notre forum d'aujourd'hui, 3 acteurs sont interpellés. L'État, le secteur privé, le secteur financier avec les partenaires au développement. En écoutant tout à l'heure, j'avais préparé tout un truc sur le rôle de l'État. J'ai dit ce n'est plus la peine, l'État a exprimé son rôle d'une façon parfaite. Donc il connaît ce qu'il y a à faire. Donc la problématique donc devient pour l'aspect de l'État, parce que et le président, et les 2 présidents, et les premiers ministres, ils ont eu le langage du secteur privé sur leur propre rôle de ce qu'il faut faire. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il faut? C'est tout ce qu'ils ont dit, comment le traduire, cette volonté politique que vous avez exprimée, comment le traduire en action pour développer des champions nationaux dans des secteurs et des sous-secteurs. Vous l'avez dit vous-même. Notez aussi, ça n'a pas été dit, comme on parle d'émergence, que je sache, je ne connais pas, moi, de pays émergents dont son économie ne repose pas sur son secteur privé national. Je n'en connais pas. Bien sûr, une autre problématique dans l'émergence enfin se révèle. Nous avons par exemple, Président, au Sénégal, un PSE qui est bien pensé, qui est très bien, qui est sur 2035. Mais on dit, vous, Président, vous avez 2 mandats. Je veux dire, la limite entre les initiateurs des plans et la durée de leurs plans. Donc, comment consolider, je veux dire, au niveau du pays, qu'il y ait une adhésion
qui ne répond pas à des changements de ceci et que ce soit une ligne. Parce que nous sommes perçus en Afrique, à chaque fois qu'il y a des changements de gouvernement, ça remet en cause peut-être même certains investissements, certains codes, c'est une rediscussion, c'est de l'instabilité. Et donc, il nous faut aussi veiller à ça. Bien sûr, je ne vais pas reprendre que l'État doit être stratège, la problématique de la gouvernance, comment le secteur bancaire doit aussi être derrière, comment les partenaires au développement, Monsieur le Président, que vous avez interpellé, peuvent assouplir, vous l'avez dit aussi, les conditions de financement de nos États et en même temps, avec ces partenaires nouveaux au développement, comment ils peuvent assouplir leur contrat commercial avec nos États. Ce n'est pas parce que je suis la Chine, je fais le financement, je dois inévitablement réaliser la totalité de l'infrastructure. Je pense qu'il y a des discussions que nous devons engager pour peut-être dire, OK, vous faites le financement, enfin, ça vient de tel pays, mais il faut que le secteur privé national y participe à hauteur de 50%, ainsi de suite. Bon, toutes ces problématiques, je pense, peuvent aider à augmenter la capacité, peuvent faire de sorte que nous soyons encore plus forts, que ce dialogue que nous devons avoir avec notre État, j'allais résumer tout ça en disant qu'il faut que nos États nous aiment davantage, avec nos qualités et nos défauts. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Baïdi Agne, pour ce mot de la fin. Merci à vous, panélistes. Je vais peut-être terminer, si vous avez un petit mot à dire brièvement, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, peut-être pour répondre à la question qui a été soulevée auparavant par Monsieur Macky Sall, qui parlait de l'implication des jeunes qui ne doivent pas insulter, mais qui doivent participer plutôt à l'émergence par des discussions. Est-ce que, à votre avis, justement, ces jeunes sont assez entendus, et ces jeunes qui sont parfois entrepreneurs et qui veulent participer au secteur privé sont assez entendus? Est-ce qu'on les entend et qu'on prend en considération leurs inquiétudes dans les plans d'émergence qui sont mis en place, notamment au Mali? Oh, combien il a raison, mon frère Macky. Je crois que pour être audible, il faut éviter le vacarme assourdissant et surtout, moi je dis souvent, d'abord insultez-moi, calomniez-moi, pourvu que vous le fassiez dans la bonne langue de Molière. Mais quand vous annonnez, quand vous savez à peine aligner de manière heureuse deux mots, ça devient quelque chose de tonitruant et de dissonant. Non, on entend la jeunesse. Je pense que ce n'est pas par esthétisme ou par démagogie que j'ai décidé que ce mandat soit dédié à la jeunesse. C'est par conviction. Je crois que c'est Tony qui l'a dit. Nous avons, au Mali, 60% de notre population qui est jeune, qui a moins de 25 ans. C'est à la fois un atout et une bombe. Mais moi, je préfère considérer que c'est un atout. Et cet atout-là, il faut savoir comment le valoriser. D'abord, en ouvrant des opportunités qui s'offrent, et il y en a beaucoup, en qualifiant cette jeunesse-là pour qu'elle soit employable de manière souhaitable et heureuse. Et d'abord, en commençant par l'autorité, le gouvernement lui-même. Notre gouvernement actuel a été fortement rajeuni. C'est un parti pris délibéré. Et nous avons également fait la place qu'il faut au genre. Ce n'est pas tellement, là aussi, par mimétisme ou par mode, mais là, j'avoue que c'est vraiment le mot de Jean d'Ormesson qui me revient. Ce n'est pas en recevant Mme Yourcenar sous la coupole, il l'a dit. Madame, en vous recevant dans cette vieille et auguste maison, ce n'est pas à votre genre que nous faisons hommage aujourd'hui, mais Madame, plutôt au ciel que tous les hommes qui vous y ont précédé, fussent tous de la qualité de l'écrivain fabuleux que vous êtes, Madame. Je pense que c'est cela dont les femmes ont besoin. Elles sont qualifiées, elles sont compétentes. C'est à cela que nous devons rendre justice et hommage. Surtout quand elles sont jeunes et en plus. Ce n'est pas une charité. Ce n'est pas un acte de générosité des hommes. Non. 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 C'est des mérites avérés, établis. Donc ma conviction est réelle. Et c'est également l'une des valeurs auxquelles très tôt j'ai souscrit. Je pense donc que cette place de la jeunesse s'impose.
elle est porteuse d'avenir. Nous avons simplement, pour moi, nous sommes des passeurs. En tout cas, moi, je suis un passeur. Un passeur qui est presque au milieu du gué. Donc, il faut assurer cela, la continuation, la continuité. Et je pense que nous aurons mérité de l'histoire et de la patrie lorsque cela aura été effectif en termes de formation, en termes d'éducation et en termes d'ouverture d'opportunités pour les qualifications, pour les besoins du pays dans les temps à venir. Et c'est en cela que résidera la chance d'émergence de ce pays lorsqu'il aura franchi toutes les embûches, tous les obstacles auxquels il est confronté aujourd'hui. Et je gage qu'il réussira, Inch'Allah. Ce n'est pas ce village sinistré que j'ai visité il y a 2 semaines et qui a été un cauchemar pour moi, au point que ça m'a rappelé Lidice ou Radou-sur-Glane. Je ne suis pas en train de faire un habit de langage. Quand vous voyez un village calciné, quand vous voyez des greniers éventrés, les récoltes brûlées, quand vous voyez les animaux brûlés, les animaux domestiques du village, non, c'est l'horreur. Et ce n'est pas ça ce n'est pas ça la civilisation malienne, surtout en un lieu dont est originaire ce grand esprit que ce siècle a célébré, Ampateba. Celui qui a dit que quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une minorité qui brûle. Que cela soit aujourd'hui, dans le village d'où est originaire l'un de ses célèbres compagnons de route, Ali Kouladjo, cela a été pour moi un choc. Et cette image tourne en boucle dans ma tête. Plus jamais ça. Une Afrique qui avance, une Afrique dans la dignité, dans l'honneur, une Afrique qui a souci de sa place dans le monde, de manière méritée, pas mièvre, pas mégotée, pas une Afrique qui braille, une Afrique qui est dans les rues. Non, une Afrique sérieuse, une Afrique qui avance, qui est consciente des dangers, des défis et qui veut les relever. Merci. Le premier panel, je vous remercie, Monsieur le chef de l'État, représentant d'institutions financières et acteurs du secteur privé pour cet échange, ce premier échange. Et je vais vous inviter, Monsieur Macky Sall, président Macky Sall et Premier ministre Mahathir Mohamad à rester pour le second panel. Et j'invite à présent les autres panélistes à bien vouloir regagner vos places dans la salle. Je vous remercie encore. Veuillez les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Ah oui, pardon. Merci beaucoup. Au revoir.